19h et presque 33 minutes sur Europe 1. Bonsoir Patrick Martin-Genier. Bonsoir. Merci d'être en ligne ce soir sur Europe 1 pour nous aider à prendre un peu de recul et peut-être éclairer nos auditeurs sur les derniers événements du conflit entre le Hamas et Israël. D'abord, on en parlait dès l'ouverture du journal de 19h tout à l'heure, ces premières incursions au petit matin de l'armée israélienne avec des blindés sur le nord de la bande de Gaza. Le constat, il est là, Patrick Martin-Genier. Cette fois, Israël ne semble pas décidé à retenir son glaive. Écoutez, il l'avait annoncé dès le lendemain de l'attaque terroriste du Hamas. Israël a annoncé son intention effectivement d'éliminer les terroristes du Hamas. Bien sûr, il y a eu ces frappes très importantes, il y a une défense, et la meilleure défense, c'est l'attaque. Et naturellement, ils avaient annoncé cette incursion terrestre sur Gaza. Donc effectivement, cette nuit, des chars, l'artillerie lourde est allée à Hamas et a ciblé un certain nombre de sites terroristes, et ensuite est rentré en Israël. Mais vous aurez remarqué que cette invasion, cette incursion n'est pas massive, c'était une opération ciblée qui ne présage pas encore une invasion totale, dans la mesure où, selon des informations des médias américains, Joe Biden, le président américain, aurait dissuadé pour l'instant Benjamin Netanyahou d'envahir complètement cette zone de la bande de Gaza. Pourtant, Tsahal a bien expliqué ce matin que cette incursion avec des engins du génie, notamment pour, pardonnez-moi l'expression, déblayer le terrain, c'était une façon justement de préparer le théâtre d'opération, de préparer d'un point de vue très concret sur le terrain l'entrée des forces israéliennes. Oui, bien sûr, c'est sans doute une opération de préparation, mais encore une fois, il y a la diplomatie internationale qui joue, et Joe Biden, le président américain, qui est le seul à peu près à pouvoir influencer les autorités israéliennes, a averti effectivement que le fait d'envahir, de fait une incursion durable, serait une erreur tragique pour Israël qui n'aurait pas le moyen de lutter contre Hamas et la population qui est sur place. Donc effectivement, c'est un signe très fort. Ça ne veut pas dire qu'Israël va écouter les États-Unis, mais en tout cas, cette volonté de faire une opération ciblée cette nuit montre bien la volonté indéfectible d'Israël au monde de se défendre. Et c'est en effet un droit de sa part de se défendre contre les agressions terroristes du Hamas. Il faut éliminer tous les terroristes du Hamas. C'est effectivement la priorité d'Israël. Mais pour l'instant, vous dites, Patrick Martin-Genier, que sur le plan diplomatique, sur le plan de la politique internationale, disons, les appels à la retenue en direction de Benjamin Netanyahou, ces appels à la retenue sont pour l'instant entendus. Oui, écoutez, ils se multiplient. Il y a eu Joe Biden, il y a le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement qui se réunit aujourd'hui. Il y a eu Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, qui, comme vous savez, a suscité l'ire de l'ambassadeur aux Nations Unies quand il a dit que finalement ce qui s'était passé avait une cause et ce n'était pas par hasard. Donc on voit bien aujourd'hui qu'il y a une pression de la part essentiellement des États-Unis qui demande à Benjamin Netanyahou de retenir ses forces pour l'instant. Et d'abord demander non pas un cessez-le-feu bien évidemment, mais la présence d'un couloir humanitaire pour permettre de faire venir l'aide et le rétablissement de l'électricité, la fourniture en nourriture et en eau, notamment de l'hôpital de Gaza pour les civils. Donc aujourd'hui, il semblerait qu'Israël ait entendu Joe Biden, ce qui ne veut pas dire qu'à terme, ils n'environt pas Gaza. Ouais. Nous sommes en ligne avec Jonathan qui nous appelle d'Israël, de Tel Aviv, je crois. Jonathan, est-ce que vous m'entendez ? C'est ça. Vous vivez en Israël depuis plusieurs années avec 5 enfants. Comment ces derniers événements, Jonathan, je rappelle que vous avez 42 ans, père de famille, comment ces événements, ces derniers événements proprement militaires, si je puis dire, ont-ils été ressentis aujourd'hui en Israël et notamment à Tel Aviv ? Alors écoutez, pour être tout à fait clair, les derniers événements, donc si on parle des incursions terrestres, des forces spéciales, de tout cet épisode-là, oui. Nous, à Tel Aviv, on est assez retirés, on est assez loin de ça, donc on suit ça aux informations, on suit ça on regarde ça avec attention. Maintenant, il est vrai que à Tel Aviv et dans tout Israël, on est encore sous le choc. Oui, on a l'impression vraiment d'être encore, il y a une atmosphère qui est vraiment pesante, qui est très très lourde, notamment par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre, ces attaques atroces, pogroms.
Et notamment, tous les corps ne sont pas encore identifiés, il faut le dire. Donc il y a encore des familles qui attendent, qui ne savent pas. Donc c'est vraiment une situation qui est intolérable. Les otages aussi. Alors ça, c'est vraiment le point sur lequel tout le monde insiste. Et il y a une vraie pression donc, des familles par rapport à ça. Alors justement, le déclenchement... Pour libérer les otages, ça reste. Ouais, justement, le déclenchement de ces opérations plus précises, hein, à l'intérieur même du territoire de la bande de Gaza, Jonathan, est-ce que ça renforce justement l'inquiétude, les craintes des familles qui ont des otages dans la bande de Gaza retenus par les terroristes du Hamas? Alors, écoutez, je ne suis pas à la place de ces familles-là, mais de ce qu'on peut entendre... Voilà, de ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même une forme de confiance. Il y a une confiance dans l'armée, dans ce qu'ils font, et le fait qu'ils fassent des incursions de manière extrêmement pointue, précise, démontre aussi leur volonté de minimiser tous les dégâts et de faire ça de manière très très chirurgicale, si on peut dire, pour éviter à la fois les dégâts au niveau collatéral et également pour éviter de toucher les otages. Donc ça a une vocation quand même à rassurer. Le Hamas a publié une information aujourd'hui avec ce que ça représente comme propagande. Hein, donc il faut faire très attention aux informations qui sont publiées par le Hamas, mais elles sont malgré tout diffusées. Le Hamas qui indique que justement les frappes israéliennes, les frappes aériennes ont provoqué des morts parmi les otages. Encore une fois, les informations ne sont pas vérifiées. Encore une fois, il faut les prendre avec des pincettes. Cela dit, le Hamas communique, entre guillemets, là-dessus. Est-ce que ça peut jouer sur l'opinion israélienne, Jonathan? Bien sûr que ça joue. C'est évident que ça joue, puisque quand on est une famille, quand on est un père, une mère, un frère, on est dans un état psychologique tel que la moindre information est très très forte et prise vraiment avec une émotion particulière. Et effectivement, ce genre de communication, ça fait partie également de la guerre psychologique que ce groupe terroriste s'est attaché à faire. En plus de cette attaque qui est encore une fois atroce, on n'a jamais vu une telle sauvagerie, une telle barbarie. C'est affreux, c'était parfaitement organisé, systématique, froid, de passer de maison en maison avec des plans pour liquider tout le monde, violer, torturer, avec un sadisme tel que vraiment c'est quelque chose, même dans les films d'horreur, je pense qu'il n'y a pas des choses comme ça, c'est affreux. Et en se filmant et en mettant sur les réseaux sociaux des photos et des vidéos. Donc ça démontre quand même non seulement une préparation, mais une volonté, une guerre psychique et psychologique pour terroriser, ce qui est leur but ultime, de terroriser les Juifs. Et donc, ces informations-là sont à prendre avec une extrême précaution, et les médias en Israël le rappellent. Que vraiment, il faut prendre beaucoup de précautions, puisque la confiance qu'on peut avoir dans leur communication est très basse. Voilà, on n'a vraiment pas un grand niveau de confiance. Merci Jonathan, merci d'avoir témoigné en direct ce soir sur Europe 1. Je rappelle que vous nous téléphonez depuis Tel Aviv ce soir. Merci infiniment et bon courage à vous, à votre famille et à l'ensemble de vos proches. Patrick Martin-Genier, ce type d'incursion que l'on a vu, que l'on a connu ce matin donc de la part de l'armée israélienne, elle était aussi prévue, on le disait tout à l'heure, pour préparer le terrain à une offensive, mais aussi pour frapper des groupes terroristes, des poches de terroristes. D'ailleurs, Tsahal annonce ce soir que le commando du réseau de roquettes de Gaza a été éliminé par des frappes aériennes. Est-ce que ça peut vraiment permettre d'éliminer ces foyers terroristes, ce type d'incursion, Patrick Martin-Genier? Écoutez, moi je pense qu'on ne pourra pas tout éliminer, effectivement que ça ne pourra pas tout éliminer d'un seul coup, mais ce sont des frappes chirurgicales qui visent effectivement à repérer des lieux où se retranchent les terroristes avec des armements qui peuvent continuer à menacer Israël. Naturellement, tout ne sera pas détruit en une nuit, mais c'est une volonté d'Israël de montrer au monde qu'il veut se défendre, qu'il veut défendre les otages, qu'il veut les libérer et surtout qu'il veut éliminer toutes les sources du terrorisme du Hamas. C'est ça aujourd'hui le message, mais bien évidemment, il sera extrêmement difficile d'éliminer tous ces terroristes et toute cette organisation qui de fait gère quand même le territoire de Gaza, et tout le monde le sait, Joe Biden l'a dit lui-même que cette guerre serait très longue, les Israéliens l'ont dit, donc aujourd'hui effectivement il y a des frappes chirurgicales. Ça peut préfigurer une invasion plus grande de ce territoire, mais encore une fois, il y a des pressions de la part des États-Unis pour tenter de dissuader. Car comme vous le disiez avec Jonathan tout à l'heure, les familles sont tout de même très inquiètes.
Il y a beaucoup de défilés devant les bureaux du Premier ministre à Tel Aviv, dont les familles disent libérer les otages, la priorité c'est la libération des otages. Et c'est ça, aujourd'hui, il y a une vraie inquiétude. En réalité, la population israélienne soutient complètement Tsahal, mais n'a pas du tout confiance dans le Premier ministre qui a montré qu'il avait été défaillant. Patrick Martin-Genier, merci d'être avec nous ce soir sur Europe 1. On marque une pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de notre discussion. À tout de suite. 19h45 sur Europe 1. Merci de passer ce début de soirée en notre compagnie. On retrouve dans un instant notre invité Patrick Martin-Genier. Mais laissez-moi quand même vous rappeler le rendez-vous que vous fixe tous les jours Stéphane Bern sur Europe 1, du lundi au vendredi de 15h à 16h, au cœur de l'histoire. Et demain, Stéphane nous racontera l'histoire d'un scénariste de légende du cinéma français. Je veux parler de Michel Audiard. A tout de suite. Le concours Generali Enterprise met à l'honneur dans 10 pays d'Europe les PME championnes de la durabilité. En France, le coup de cœur Generali a été décerné à Grain de Sail, qui transporte café et chocolat bio et équitable en voilier cargo. En achetant un café ou une tablette de chocolat Grain de Sail, on achète plus que le produit, on achète aussi l'aventure maritime, l'aventure environnementale et les valeurs sociales. L'urgence est telle qu'il faut vraiment apporter des solutions et c'est ce qu'on essaye de faire modestement en tant que Grain de Sail. Generali, assurez vos vies. Ce dimanche, vibrez football en exclusivité sur Prime Video. Soyez prêts pour 6 matchs de prestige avec Brest PSG, LOSC, AS Monaco et le choc des Olympiques OMOL dès 20h15. Le pass Ligue 1 à 14,99 € par mois. Les plus beaux matchs en direct et en exclusivité sur Prime Video. Bonjour, c'est Stéphane Bern. J'aimerais vous parler d'Habitat et Humanisme. Habitat et Humanisme est une association qui agit depuis 30 ans concrètement pour aider les personnes en difficulté à trouver un logement et à se réinsérer. Au passage, à l'heure d'hiver, Habitat et Humanisme lance l'opération L'heure solidaire et nous invite à donner 1 heure de notre temps ou de nos revenus pour les plus fragiles. Nous allons tous gagner 1 heure et si nous la donnions aux plus démunis. Comme moi, si vous voulez agir, rendez-vous sur heure-solidaire.org. Merci. Europe 1 Soir. Jusqu'à 20h, Lionel Gougelot. 19h47 sur Europe 1. Nous sommes toujours en compagnie de Patrick Martin-Genier, expert en relations internationales et européennes. Merci d'être toujours en ligne avec nous, Patrick Martin-Genier. L'Europe, l'Europe, parlons-en. Les 27 sont réunis depuis cet après-midi à Bruxelles avec, sur ce dossier de l'Israël et du Hamas, l'objectif de lancer un appel à des pauses humanitaires pour les populations civiles de la bande de Gaza. Si l'on observe les dernières heures, Patrick Martin-Genier, pour l'instant c'est un appel dans le vide. Ah oui, mais l'Europe est complètement divisée sur le vocabulaire, le mot que l'on doit utiliser pour mettre dans le communiqué final. Cette notion de pause ne plaît pas à un certain nombre de pays, notamment l'Allemagne. L'Allemagne a été en pointe pour la défense d'Israël. Le chancelier est allé sur place. Ça ne plaît pas non plus à la République slovaque, à la Slovaquie, qui vient d'élire un nouveau Premier ministre. Ça ne plaît pas à l'Autriche. Pourquoi ? Parce que cette notion de pause pourrait laisser supposer qu'on dénie à Israël le droit de se défendre, et cela pourrait conduire à un cessez-le-feu. Ce que l'on veut, ce que veut l'Europe, ce sur quoi l'Europe tente de se mettre d'accord, c'est la création d'un couloir humanitaire qui permettrait l'accès de vivres, de médicaments, d'eau, et c'est cela qu'on veut. Mais cette notion de pause ne recueille pas du tout l'accord du Conseil européen, et je rappellerai qu'il faut l'unanimité, car un seul pays peut mettre son veto à la publication du communiqué final. Une action humanitaire dans laquelle, d'une certaine façon, la France donne l'exemple, en quelque sorte, avec notamment les mesures qui ont été annoncées par Emmanuel Macron hier à l'issue de son marathon diplomatique au Proche-Orient. Justement, tiens, pour éclairer nos auditeurs, Patrick Martin-Genier, y a-t-il des différences de vues parmi les pays européens sur la question palestinienne, en dehors de la crise et du drame que l'on vit depuis maintenant presque 3 semaines? Sur le fond, tous ont condamné bien sûr l'agression terroriste du Hamas, mais sur la question de fond du conflit israélo-arabe, comment se situent les uns et les autres, justement? Non, je crois qu'il y a tout de même un accord global. Personne ne va vous dire en Europe qu'il est contre la création d'un État palestinien. Ouais. Le problème, ce sont les modalités. D'abord, très clairement, tout le monde condamne le Hamas, c'est une organisation terroriste. Et ensuite, il y a quand même des divergences sur l'approche que les pays doivent avoir vis-à-vis de l'autorité palestinienne. Si tout le monde est d'accord globalement pour la création d'un État palestinien vivant pacifiquement aux côtés d'Israël, il n'en demeure pas moins que les relations
avec l'autorité palestinienne, là, il y a un certain nombre de divergences, on l'a vu la semaine dernière. Certains pays considèrent, comme l'Allemagne, l'Autriche, encore une fois, que bien, le financement de l'autorité palestinienne... Ah, on a perdu la liaison avec Patrick Martin-Genier. Est-ce que vous m'entendez? Ah, je crois qu'on a perdu la liaison. On va essayer de rappeler. Ah, on vous entend mieux. Pardonnez-moi, Patrick Martin-Genier, on vous avait un petit peu perdu. D'accord. On va continuer. Oui, donc je disais que certains pays, tout le monde globalement est d'accord pour la création d'un État palestinien, vivant pacifiquement aux côtés d'Israël, simplement vis-à-vis des relations avec l'autorité palestinienne, c'est là où ça crée quelques difficultés, certains considérant que les fonds qui sont versés à l'autorité palestinienne, en partie, sont détournés vers le Hamas. Donc c'est ça, aujourd'hui, la difficulté, sachant en plus que l'Europe, quand même, il faut le dire, c'est le principal bailleur de fonds de l'autorité palestinienne, mais que politiquement, l'Europe n'a pas beaucoup de pouvoir sur cette question. Oui, d'autant qu'on le sait, hein, il y a d'énormes problèmes de corruption au niveau de l'autorité palestinienne. Plus largement, tiens, on va essayer d'élargir un peu la discussion, si vous le voulez bien, Patrick Martin-Genier. Ce conflit risque-t-il de détourner les yeux de l'Europe de la guerre en Ukraine? Je vous pose la question parce que Olaf Scholz, le chancelier allemand, a cru bon de préciser que le soutien de l'Europe à l'Ukraine ne sera en aucun cas affecté par le fait que nous sommes tournés vers Israël avec la plus grande compassion et la plus grande inquiétude. Fin de citation. Ça veut dire quand même qu'il y a peut-être une question qui se pose, non? Oui, je pense qu'il y a une question. D'abord, en termes de communication, vous savez que le président Zelensky est un grand communicant et naturellement, eh bien, il informe les médias occidentaux, les gouvernements. Et il est vrai que sur ce point, on peut avoir un doute. Premièrement, nous l'avons dit, il y a un nouveau Premier ministre, Robert Fico, en République tchèque, qui a dit qu'il allait cesser l'envoi d'armement en Ukraine. Donc c'était effectivement un très mauvais signal. Je rappellerai que le nouveau président de la Chambre des représentants aux États-Unis a dit que désormais l'aide à l'Ukraine serait conditionnelle. Donc je crois que l'Ukraine a des motifs de s'interroger, sachant que l'Allemagne ne va pas nécessairement envoyer des missiles de longue portée en Ukraine. Donc aujourd'hui, on peut se poser la question, sachant que manifestement, un certain nombre d'armements qui devaient aller en Ukraine seraient, le cas échéant, réservés pour Israël. Donc on voit bien effectivement qu'il y a une vraie question qui se pose, en espérant que naturellement le soutien de l'Europe, et l'Europe devait s'exprimer aujourd'hui, ne sera pas plus faible aujourd'hui en termes de soutien militaire à l'Ukraine. Mais on voit que l'Europe quand même est fragilisée avec ce veto désormais du nouveau Premier ministre slovaque d'envoyer de nouveaux armements là-bas en Ukraine. Parce que l'Ukraine, dites-moi si je me trompe, attend une enveloppe d'environ 20 milliards d'euros sur 4 ans, destinée à soutenir son armée dans la guerre contre la Russie. Ça n'est pas rien, évidemment. Oui, bien sûr, et l'Europe est encore une fois un des principaux bailleurs de fonds vis-à-vis de l'Ukraine, même si naturellement il y a les États-Unis. Mais ce que veut aussi le président ukrainien, c'est une adhésion rapide de son pays à l'Union européenne. La Commission européenne doit rendre un rapport au mois de novembre, et au mois de décembre, il souhaiterait que les négociations commencent. Donc on voit bien effectivement que là, il y a un risque, mais que je ne pense pas que ce soit de nature à diminuer le soutien qu'apporte l'Union européenne à l'Ukraine. Dernier sujet de questionnement, Patrick Martin-Genier, il est sur le plan très trivial, pardonnez-moi, sur le plan économique, parce que la Banque mondiale a tiré le signal d'alarme sur les conséquences économiques de ce conflit entre Hamas et Israël. Quelles sont les premières répercussions? On pense immédiatement au marché pétrolier, c'est ça? Oui, il y a certainement, par exemple, tous ces pays arabes qui pourraient éventuellement décider de boycotter via l'envoi de pétrole. Donc la source énergétique est très importante. Ce conflit potentiel est très important, notamment les menaces également que fait peser l'Iran sur Israël via ce qu'on appelle ces organisations non étatiques, comme le Hezbollah et le Hamas, certes, mais c'est aussi quelque chose de très négatif pour l'économie israélienne qui vit beaucoup du tourisme, les entreprises high-tech et également donc le shekel, la monnaie israélienne. La banque israélienne est obligée de mettre en circulation des dollars et de la monnaie nationale pour soutenir l'économie israélienne. Donc cette guerre, manifestement, plus elle dure, plus elle va avoir des conséquences, notamment sur l'économie israélienne, sur les relations entre l'Europe, qui est le principal partenaire d'Israël, mais également, vous avez raison, sur les exportations de pétrole. On ne peut pas exclure le fait que, par représailles, certains pays décident de limiter leurs exportations, leurs ventes de pétrole aux pays occidentaux.
Et puis plus généralement, les incertitudes sur la sécurité renforcent la fragilité des économies occidentales qui sont déjà affectées par la guerre en Ukraine, évidemment. Oui, bien évidemment, ça c'est certain. L'inflation, l'augmentation du coût de l'énergie, l'augmentation des produits de consommation courante, tout cela, c'est quand même des conséquences de la guerre en Ukraine. Et cette nouvelle guerre en Israël, entre Israël et le Hamas risque effectivement de rendre ces situations encore plus compliquées. Dès lors qu'il y a une guerre, c'est quelque chose qui a des conséquences très importantes sur l'économie, non seulement locale, mais l'économie européenne et mondiale. Merci Patrick Martin-Genier d'avoir été en ligne avec nous ce soir sur Europe 1, spécialiste des questions européennes et internationales. Merci encore pour votre disponibilité. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.